Alors, bonjour et bienvenue à cette activité de présentation du pôle sur les transitions en enseignement supérieur. Je me présente, mon nom est Sophie Bouliane et j'agis comme conseillère en communication pour le pôle sur les transitions en enseignement supérieur. C'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui et vous présenter une partie des acteurs du pôle tout au long de la présentation. Alors, on a Myriam Hamelin du ministère de l'Enseignement supérieur qui est présente, membre de la direction des cégeps et de l'UQAC, et tous les membres des communautés collégiales et universitaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter les travaux de collaboration des établissements d'enseignement supérieur de la région pour améliorer les transitions scolaires afin de faciliter l'accès et la réussite des études supérieures. Avant de discuter avec les membres de la direction de nos établissements, j'invite Lynn Chouinard, qui est directrice du pôle,
à venir expliquer le contexte de la structure du pôle. Bonjour, je suis contente de vous voir. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu c'est quoi les pôles d'enseignement supérieur et c'est quoi notre pôle ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord, les pôles, c'est quoi? C'est nous autres qu'il faut qu'ils flippent, hein, Sophie? C'est nous autres qu'il faut qu'ils flippent, hein? Merci, pas grave. Pas grave, je vais essayer d'être clair. Donc, le pôle ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous dire d'abord qu'un pôle, les pôles d'enseignement supérieur, il y en a 14 au Québec. Merci. Ce sont des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur d'un territoire donné qui unissent leurs efforts pour mener des actions concertées sur des enjeux qui leur sont propres. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les établissements dont les directeurs sont présents, ce sont les cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien, le Collège d'Alma et l'Université du Québec à Chicoutimi. Quels sont les enjeux, justement, qu'on a priorisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mener cette concertation, profiter de cette concertation-là? Eh bien, on a fait un état de situation qui nous a mené à certains constats qui ont mobilisé l'énergie de nos directions. Ce sont des données régionales. Elles sont déjà là, merci. Ce sont des données régionales sur l'accès et provinciales, sur l'accès, la réussite, la diplomation en enseignement supérieur. Et cette situation régionale-là nous oblige à constater qu'on a un écart de diplomation en enseignement supérieur avec le reste de la province, avec la moyenne, en fait, de la province, un écart de près de 12 %. On a aussi des jeunes qui, à leur entrée au cégep, ont des aspirations scolaires moins grandes, envisagent moins les études de deuxième et troisième cycle. Puis là-dessus, on est à peu près à 9 % d'écart avec l'ensemble du réseau. On a aussi, comme dans l'ensemble du Québec, des inégalités d'accès. Les deux exemples qui sont sur la présentation sont des inégalités quant au programme qui est fréquenté au secondaire, mais aussi des inégalités selon le statut. On voit par exemple que les étudiants des Premières Nations, métis, inuits, ont des diplomations beaucoup moins importantes que les Allochtones. C'est des constats qui sont mobilisants et qui ont interpellé les directions et qui nous ont amenés à dire quelle sera notre mission au pôle. Bien, ça va être de, en fait, mettre en place des conditions pour favoriser l'accès, la réussite, la persévérance, faciliter les parcours de formation puis l'insertion socio-professionnelle. Et une des façons efficaces de le faire, c'est de travailler sur les transitions. Les recherches ont montré que une transition réussie, c'est un facteur d'intégration, de réussite et de persévérance. Il y en a beaucoup de sortes de transitions, mais parmi toutes les transitions, parmi les plus stratégiques ou significatives, il y a celle vers l'enseignement supérieur, parce qu'elle signifie beaucoup de défis, des ruptures, en fait, à des milieux, s'éloigner de sa famille, changer de rythme d'apprentissage, de rythme d'études. Il y a beaucoup de ruptures, donc autant de défis qu'il faut surmonter. Parmi toutes les transitions, il y en a 5 qui ont retenu particulièrement l'attention et ce sont devenus les 5 chantiers du pôle. Je vous nomme ces transitions-là qui sont devenues nos chantiers et pour lesquels des gens sont mobilisés pour développer des projets qui vont permettre de les faciliter. Ce sont les transitions, d'abord la transition du retour aux études pour une requalification ou un rehaussement de compétences. Deuxièmement, le deuxième chantier auquel on s'attaque, celui des transitions interordres, les transitions classiques que vous connaissez, secondaire, collégial, universitaire, etc., premier, deuxième, troisième cycle. Le troisième chantier est celui de la transition vers l'enseignement supérieur des populations autochtones. Le quatrième chantier est celui de la transition de l'insertion socio-professionnelle des étudiants internationaux. Et finalement, la transition vers les programmes des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, notamment où il y a un enjeu pour les femmes. Sans entrer dans les détails de notre démarche, je vous dirais que les gens qui sont réunis, autour de 55, on calculait ce matin 65, mais bon, d'acteurs sont engagés dans nos établissements, dans les 5 établissements, dans différents comités, je vous le disais, pour développer des projets qui vont nous permettre de réaliser notre mission, de faciliter les transitions
On est convaincu qu'en travaillant sur ces 5 transitions-là, on va faire une différence. Évidemment, je vous disais 55 voire 65 personnes qui sont mobilisées dans des comités actuellement pour travailler. Ça ressemble à peu près à ça, la structure. Ce sont des comités de chantier. Ce matin, vous allez entendre les responsables de chacun de ces comités de chantier vous présenter les projets sur lesquels ils travaillent. Il y a aussi un comité d'évaluation. Et là aussi, c'est quelque chose qui est important pour le pôle. Quelqu'un viendra nous parler du comité d'évaluation et de son rôle. Il y a un comité conseil. Isabelle viendra nous le présenter. Un comité de direction, j'ai l'honneur d'avoir les gens du comité de direction à ma gauche. Je ne vous les présenterai pas. C'est Sophie qui va le faire. Voilà, et je lui laisse la parole. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle présentation à tout le monde. Merci, Lynn. Donc, je vous présente le comité de direction du pôle. On a Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien. André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi, Ghislain Sanson, recteur de l'UQAC, Rénal Thibault, directeur général du Cégep de Jonquière, Lisa Baillargeon, vice-rectrice aux études à l'UQAC, et du côté du Collège d'Allemand, c'est Josée Ouellette, directrice générale, qui est membre du comité de direction, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, elle a mandaté Marie-Ève Gravel, directrice des études au Collège d'Allemand, pour prendre sa place pour vous parler aujourd'hui, puisque Marie-Ève Gravel est aussi impliquée dans les travaux du pôle. Donc, certaines personnes entendent possiblement parler du pôle pour la première fois, puis ce serait intéressant de vous entendre, comme comité de direction, parler de cette collaboration-là des 5 établissements d'enseignement supérieur de la région. Donc, Madame Prescott, le pôle a obtenu l'aval ministériel le 10 mai dernier. Depuis ce temps, de quelle façon est-ce que vous travaillez ensemble? Je pense qu'on a toujours travaillé quand même en étroite collaboration, mais en ce moment, on s'est donné des leviers. On s'est donné une structure pour pouvoir y arriver. Donc, vous voyez, on a un bel organigramme, on a été en mesure aussi de déterminer des chantiers qui vont faire en sorte qu'on va penser davantage régional. Donc, au lieu de penser à notre cégep, simplement, c'est que lors d'action, on va penser davantage régional. Vous savez, on est tous complémentaires, on est tous différents. Oui, on a certains programmes qui sont similaires. Par contre, on a tous notre couleur. On a tous des programmes qui sont spécifiques à chacun de nos collèges. Donc, c'est d'être en mesure de parler, si on veut, tous ensemble de ces programmes-là, de travailler aussi à cette transition-là. Donc, c'est un peu penser vraiment là, à cette mutualisation-là et de travailler avec notre université de notre région pour permettre justement de rendre accessible puis de travailler pour que nos propres étudiants soient en mesure d'accéder à l'université également. Parfait. Monsieur Gobeil, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà menées dans chacun des établissements. Alors, pourquoi choisir de travailler ensemble dans un pôle? Je pense que je vais mettre à mal un proverbe qui dit « Seul, on pense qu'on va plus vite, puis qu'ensemble, on va plus loin. » Moi, je pense qu'ensemble, on va plus vite, puis plus loin. Je pense que les travaux qu'on fait actuellement au pôle le démontrent. Et on n'a pas le choix, je pense, à travailler ensemble et à collaborer ensemble. Il en va de l'avenir et du développement de notre milieu, de notre région. On a 5 institutions ici qui ont des clés aux différentes problématiques qu'on peut avoir en termes de développement économique, de développement social, de développement communautaire. Puis, le pôle va nous permettre, en mettant nos forces ensemble, justement, de rendre ces solutions-là accessibles et disponibles, dans un premier temps pour notre région, mais également aussi pour les autres régions du Québec, parce qu'il ne faut pas non plus mettre de côté la possibilité que d'autres régions s'inspirent de ce qu'on va faire ici ou aussi empruntent des solutions qu'on aura mises en place. Puis je pense que ça, c'est une posture d'innovation ouverte, posture dans laquelle notre milieu se situe actuellement. Effectivement. Monsieur Sanson, quels sont les défis de la collaboration interétablissement? Oui. Alors, les défis sont, je le disais tantôt, on a eu une rencontre avec la presse, là, notamment le défi des agendas, mais en même temps, vous voyez aujourd'hui qu'on réussit à trouver du temps, tout le monde, parce qu'on y croit, parce qu'on est mobilisé, parce que c'est une cause qui est noble.
Alors, le défi d'agenda, le défi des ressources, non pas au plan financier, parce que le gouvernement, le ministère nous supporte à travers ce projet-là, mais plutôt des ressources humaines. Celles qu'on a, on veut les garder, elles sont excellentes. Il faut en trouver d'autres pour réussir à répondre à tous nos besoins. En termes de défis, il y aurait également aussi de livrer, entre guillemets, les résultats qui sont attendus. Comme je le mentionnais aussi tantôt, comme institution d'enseignement supérieur, on veut prendre nos décisions basées sur ce qu'on appelle des données probantes, donc des données de la recherche. Et pour ça, on est accompagné par notamment le groupe ECOBS, de même que nos chercheurs ici de l'UQAC. Alors, ce sont les principaux défis que je vois à première vue. Merci. Madame Gravel, vous vous attendez à quel effet dans vos établissements à la suite des travaux du pôle? Bien, en fait, c'est certain que le pôle nous permet de travailler vraiment concrètement en concertation là, vraiment régionale, de partager nos expertises, nos pratiques, de viser, je dirais, l'enrichissement collectif sur tous les enjeux là, qui sont associés vraiment au niveau du pôle. C'est riche en expertise, riche en partage, mais tout ça pour se centrer vraiment sur nos étudiants et leur réussite. Donc, c'est sûr que M. Sanson vient de le dire. Puis, bien, on va développer aussi une pratique de données probantes. Tu sais, on le faisait déjà, mais pas nécessairement de manière concertée, en posant les bonnes questions, en ayant les bons enjeux sur lesquels travailler pour avoir des résultats significatifs. M. Gobeil le disait, on nous regarde, on va nous suivre. Fait que je pense qu'on peut être fiers là, de ce qu'on va faire ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec notre pôle. Effectivement. Monsieur Thibault, à quoi on peut s'attendre des actions du pôle spécifiquement sur les étudiants? Je dirais pour commencer, 2 mots, 4 chiffres. Et étudiants. Sans les étudiants, pas de pôle. Puis on est bien fiers que le pôle a été créé notamment pour faire en sorte que les transitions, on vient d'en parler tout à l'heure par les intervenants précédents, réussir les transitions, c'est donner l'accessibilité à la diplomation, à la réussite scolaire. Deuxième mot, mobilisation autour de 4 chiffres, 555, 2400 et 560 millions. Voilà, donc je l'explique. Un petit peu d'explication peut-être. Un petit peu d'explication. C'est 5 établissements, on l'a mentionné, très fiers encore une fois de travailler ensemble sur le plus beau des mandats, celui de travailler à la réussite des étudiants. 55, c'est le nombre de personnes actuellement engagées dans les différents chantiers. Ce n'est pas rien en si peu de temps d'avoir mobilisé autant de personnes, autant de compétences, autant de beaux cerveaux pour faire en sorte qu'on réussisse notre mission. 2400, autour de 2400 personnes dans nos établissements qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue et à faire en sorte que tout fonctionne comme on le souhaite et à changer, à améliorer nos pratiques. Puis 560 millions, c'est ce qu'on dispose annuellement pour 3 ans pour réaliser nos mandats. Et on est persuadé qu'on va réussir. 560 000. Millions. 560 000. Je me suis emballé un peu. Oui. Madame Hamelin, pas beaucoup. 560 000 par année. Pour 3 ans. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est correct, vous étiez emballé. Mais c'était aussi un placement, c'est un genre de demande qu'on fait. Des messages pour le ministère de l'Éducation. Message, voilà. Parfait. Donc, Mme Baillargeon, finalement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre des travaux du pôle dans l'avenir? Bien, écoutez, au-delà de la reconnaissance de ce qui existe déjà, c'est aussi innover et penser en dehors de la boîte. En fait, c'est aussi travailler les points de battement. Point de battement entre le secondaire, le cégep, l'université, mais aussi entre les 3 cycles à l'université. Donc, d'amener les étudiants, de les accompagner dans ces points de battement-là aussi pour les faire cheminer. Donc, vraiment, là, c'est mettre à contribution justement toutes les belles personnes qui ont été mentionnées par M. Thibault et de penser justement comment on peut mieux accompagner l'étudiant dans sa spécificité parce qu'il n'y a pas un étudiant qui apprend pareil, il n'y a pas un étudiant qui a le même cheminement. Donc, c'est un peu ça aussi de la façon qu'on approche notre travail. Merci. Donc, merci d'avoir partagé votre vision avec nous. Avant d'aller plus loin pour vous présenter justement les chantiers, je vais inviter le comité de direction à peut-être aller s'asseoir dans la salle pour être plus confortable pour le reste des présentations. Donc, pour appuyer le comité de direction, il y a aussi un comité conseil qui est composé de membres de chacun des établissements. Puis pour vous en parler, je vais inviter Isabelle Frigon, qui est directrice adjointe responsable des programmes au Cégep de Saint-Félicien et membre du comité conseil du pôle. Donc, merci Sophie.
On va vérifier si tout fonctionne bien. Donc, ici, vous voyez notre comité de direction et notre comité conseil ici que je vous présente. Donc, Marie-Ève Gravel, directrice des études du Collège d'Allemand, André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi, moi-même, directrice adjointe au programme au Cégep de Saint-Félicien. On a également Nadine Arbour, directrice ECOB, qui représente le Cégep de Jonquière, et finalement Guylaine Malaison, qui est directrice au niveau des centres de formation à l'UQAC. Donc, c'est la composition de notre comité conseil et comme vous pouvez le constater, on a quand même une belle représentativité au niveau des fonctions de travail qui font en sorte qu'au niveau du comité conseil, on a une belle complicité et une belle complémentarité qui nous permet d'avoir des discussions quand même assez riches sur nos préoccupations qui touchent les transitions des étudiants au cours de leur parcours de formation. Et si j'avais à vous résumer un petit peu le fonctionnement, ou je dirais la façon qu'on se distingue au niveau du comité conseil, c'est qu'on se compare un petit peu à la courroie de transmission entre le comité de direction et les comités des différents chantiers qui travaillent à, je dirais, élaborer des projets pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de notre plan d'action du pôle sur les transitions. Donc, ici, j'ai voulu vous représenter les principaux rôles ou les principaux, je dirais, mandats que le comité conseil s'est vu, je dirais, donné par le comité de direction pour avoir à en venir à proposer un plan d'action, puis donner toutes, je dirais, les ressources aux différents comités de chantier pour avoir en main je dirais, des orientations qui sont structurantes pour eux. Donc, un des premiers rôles du comité conseil a été vraiment de proposer des orientations à privilégier pour guider les activités du pôle, nécessairement en fonction des enjeux qui vous ont été présentés tout à l'heure par Lynn, qui étaient vraiment des enjeux en lien avec l'accessibilité aux études supérieures au niveau je dirais, de la poursuite des études puis de la diplomation. Donc, ça nous a permis en comité conseil vraiment d'avoir tout d'abord à réfléchir à une vision commune de ce que c'était pour nous les transitions. Donc, on a eu à travailler avec Lynn quand même, je dirais, à plusieurs rencontres pour se définir notre compréhension, puis notre vision par rapport à ces enjeux-là, à bien comprendre aussi quel était le portrait régional, puis qu'on a pu voir tout à l'heure, comment aussi, je dirais, au niveau du benchmarking, quelles sont les bonnes pratiques, comment on aurait à les documenter, comment est-ce qu'on va aller chercher des données probantes pour avoir ensuite à pouvoir, je dirais, donner des mandats au niveau des comités de chantier pour, je dirais, les orienter au niveau des objectifs qu'on souhaite atteindre au niveau du pôle. On a participé aussi activement à déposer le projet qui a été soumis au ministère de l'Enseignement supérieur pour pouvoir obtenir le financement du pôle. Donc, on a eu vraiment à dégager une vision puis à la proposer au comité de direction pour ensuite de ça pouvoir mandater les différents comités de chantier à travailler sur des projets porteurs. Au niveau des moyens, c'est certain que, je dirais, ce qui nous préoccupe au niveau du comité conseil, c'est vraiment d'avoir à établir un échéancier de travail qui va nous permettre d'arriver à atteindre des résultats satisfaisants, des résultats quand même assez rapides pour pouvoir aussi nous assurer de pouvoir aussi transmettre les pratiques gagnantes ou transmettre des résultats que les comités de chantier vont avoir à travailler pour que nous-mêmes dans nos institutions, chacun dans nos institutions, on puisse gagner, on puisse profiter de ce que les chantiers auront dégagé comme proposition et comme action, comme recommandation pour que ça puisse ensuite être appliqué chacun dans nos institutions. Les autres rôles du comité chantier, du comité conseil, c'est-à-dire on voit qu'on a également à veiller à l'intégration et la planification des comités de chantier, plus spécifiquement au niveau de la formulation de recommandations visant la réalisation des projets spécifiques à chacun des chantiers.
Donc, on a vraiment un rôle où est-ce qu'on va accueillir des propositions qui nous sont faites par chacun des chantiers et on a nous-mêmes à se positionner par rapport à ces propositions-là et à formuler certaines recommandations pour s'assurer qu'au niveau des orientations qui ont été dégagées, au niveau des échéanciers qui nous sont proposés, au niveau des acteurs qui sont ciblés pour contribuer au projet, bien, on a suffisamment d'éléments pour nous permettre de voir que ce sera effectivement des projets porteurs et on est là pour, je dirais, autant donner du feedback au comité de chantier que de pouvoir formuler des recommandations qui vont pouvoir être entendues en comité de direction. Donc, finalement, on est très intéressé à voir aussi le déroulement des activités qui se déroulent à l'intérieur même des comités de chantier. Et on est là pour assurer le suivi et puis s'assurer qu'au niveau de chacun des plans d'action, ben, on est à même de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à chacune des années je dirais, des mandats du pôle. En terminant, ben, c'est certain qu'on est impatient de voir le travail qui va être accompli et puis qui va se dérouler encore durant les prochains mois, prochaines années pour ce pôle-là. Et on a la responsabilité éventuellement de pouvoir retenir et de pouvoir diffuser les pratiques qui sont porteuses en matière de transition pour être aussi des agents de changement à l'intérieur même de nos propres institutions. Et on va avoir cette belle responsabilité-là d'avoir à transmettre et je dirais à favoriser vraiment de diffuser les informations puis les recommandations qui vont avoir été proposées par les différents chantiers du pôle. Donc, voilà pour ma partie. Puis, je vous remercie et puis je suis bien hâte de céder ma place pour qu'on puisse voir chacun des propositions ou chacun des chantiers qui auront, il y aura nécessairement des intervenants que Sophie pourra vous présenter. Donc, merci. Merci beaucoup, Isabelle. J'invite maintenant Nancy Gagnon, qui est directrice de Mastera Formation continue au Cégep de Jonquière et membre du comité de chantier de la transition du retour aux études pour une requalification ou un rehaussement de compétences, à venir vous parler de son chantier. Merci. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous présenter l'équipe de direction au niveau de la formation continue qui travaille sur le chantier. Alors, vous avez Manon Gingras, donc directrice de la formation continue au Cégep de Saint-Félicien. Guylaine Malaison, directrice de la formation continue également ici à l'UQAC. Sébastien Renaud, qui est du Collège d'Alma, Manon Chapdelaine, directrice d'humanisme au Cégep de Chicoutimi, et moi-même, Nancy Gagnon, donc directrice chez Mastera. Donc, le chantier 1, en quoi ça consiste? Bien, il s'intéresse principalement aux personnes qui vivent un retour aux études par une requalification ou un rehaussement des compétences. Cette transition se réalise dans les programmes d'études créditées, notamment les attestations d'études collégiales, les diplômes d'études collégiales intensifs, donc qui se déroulent sur 2 ans, et également du non crédité, donc qui s'adresse davantage à des formations aux services aux entreprises et aux certifications collégiales. Donc, afin de mieux accompagner ces individus, le chantier va mettre en place 3 projets. L'objectif principal est dans ce chantier de favoriser les collaborations régionales qui va permettre un meilleur accompagnement de cette clientèle. Donc, ce qui a déjà été fait, parce que oui, on a déjà commencé, on a un petit bout de chemin de fait, on a ciblé les enjeux qui sont reliés justement à ces transitions par rapport au retour aux études avec les populations adultes. Donc, en s'appuyant sur le rapport diagnostic que ECOB a réalisé en 2021, donc ça nous a permis justement d'établir des priorités sur lesquelles on voulait travailler. Par la suite, on a les 5 établissements fait le choix d'embaucher une coordination justement pour soutenir l'ensemble des 3 projets qu'on voulait mettre de l'avant pour que justement il y ait une mobilisation
auprès de nos équipes et qu'il y ait un suivi. Alors, à cet égard-là, il y a David Girard là, qui a été embauché et puis qui est déjà à l'œuvre avec les divers comités pour mettre en action justement le plan qu'on a mis de l'avant. Donc, de nos trois projets, il y en a deux qui consistent à de la recension de l'offre. Donc, on se fréquente, on se connaît, mais un peu de loin. Donc, on avait envie de voir un peu plus de près comment est-ce qu'on pourrait, j'ai envie de dire, travailler ensemble. Puis dans un premier temps, c'était intéressant de connaître un peu le portrait des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a une première enquête qui va avoir lieu justement pour connaître les besoins et les pratiques en matière de formation de la main-d'œuvre auprès de ces entreprises-là. Donc, c'est une première étude donc, qui va avoir lieu, qui va nous permettre par la suite de dégager des portraits puis de voir comment est-ce qu'on peut arrimer notre offre de formation avec ces besoins-là. Également, on va travailler sur le recensement de nos propres formations puis de nos propres services qu'on offre dans chacun de nos établissements. Ici, on parle au niveau du service aux entreprises, mais également au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, de façon à avoir un portrait assez global et pour, par la suite, l'arrimer avec les besoins qui seront ressortis auprès des entreprises. Alors, grosso modo, c'est les deux premiers projets là, sur lesquels on est déjà à l'œuvre avec nos équipes. Le troisième projet, en fait, ce qu'on souhaite, c'est de faire reconnaître l'offre de formation qu'on a dans nos 5 établissements. Puis c'est vraiment, j'ai envie de dire, faire connaître toute cette richesse-là qui parfois est méconnue. Alors, on veut organiser une activité régionale de concertation, formation emploi sur l'innovation en formation de la main-d'œuvre. Donc, on veut travailler justement là, avec plusieurs partenaires régionales qui vont justement s'allier pour faire de cet événement-là, en tout cas, j'ose croire, un succès, et puis qui va nous permettre justement, au terme de cette activité, d'en faire une évaluation puis de faire ressortir les enjeux qui vont être dégagés justement par les partenaires du marché du travail. Donc, c'est un peu dans cette visée-là que le troisième projet va se tenir à l'automne prochain, donc un événement qu'on souhaite là, vraiment régional, mur à mur. Enfin, pour la suite, ce qu'on souhaite, c'est que cet événement-là puisse devenir un événement annuel. Donc, pour l'enseignement supérieur, que la formation continue puisse être mieux connue par les entreprises de la région et puis qu'on soit plus à même de se fréquenter puis d'apprendre à mieux se connaître puis justement d'arriver là à mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre puis aux besoins de formation. Donc, voilà, c'est un peu c'est notre souhait pour les années à venir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nancy. Donc, pour vous parler du chantier numéro 2, celui de la transition, des transitions interordre et intercycle, j'invite Julie Simard, qui est coordonnatrice à l'organisation scolaire et à l'implantation du plan d'action en santé mentale du Collège d'Alma. Bon, bonjour. Donc là, oui. OK, parfait. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne vous présenterai pas nécessairement un à un les membres de notre super équipe. On avait effectivement on a encore une équipe de rêve au niveau du chantier 2, comme on s'appelle. C'est une équipe aussi qui était très équilibrée parce qu'on a autant des gens qui sont au niveau de la recherche, des professionnels qui sont sur le terrain, des gestionnaires aussi qui ont à intervenir au niveau pour prendre des décisions par rapport aux différentes transitions
secondaire collégial, collégial universitaire. Donc, ça permet vraiment d'avoir des conversations très enrichissantes. On a des très beaux échanges qui sont stimulants, qu'on met l'étudiant au cœur aussi de nos différentes réflexions. Donc, on travaille tout le monde dans le même but. C'est vraiment de faciliter les cheminements d'études puis les transitions qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Je peux-tu juste? OK. Oui. Donc, parfait. Donc, on a quand même, on savait très bien, on sait très bien au niveau du comité que plusieurs d'entre vous travaillons déjà au niveau des transitions. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour aider, accompagner déjà les élèves, donc du secondaire qui s'en viennent vers le collégial, qui vont devenir des étudiants. Il y a déjà des actions qui sont faites aussi du collégial vers l'universitaire. Donc, on est au courant qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites au niveau des transitions. Mais malgré ces activités-là qui sont faites, malgré les bonnes intentions des intervenants et des milieux, il reste qu'il y a quand même un nombre important d'étudiants qui vivent des transitions difficiles. Donc, on a différents défis qui sont associés aux transitions. C'est de plusieurs ordres. Puis le comité, on a pris le temps de regarder ensemble, autant avec notre expérience de terrain, mais aussi avec des recherches, qu'est-ce qui pouvait parfois expliquer un peu ces transitions-là. Donc, on a fait des constats. Un des constats qu'on a fait ressortir, c'est qu'il semblait y avoir quand même un manque d'informations concernant les programmes, le fonctionnement, les façons de faire à l'enseignement supérieur. Puis ça, c'est bien malgré nos efforts de communication et nos nombreuses activités, il en demeure pas moins qu'il y a des éléments au niveau de l'information qui restent à travailler. Il y a aussi peut-être un manque de préparation, il y a des lacunes aussi au niveau des méthodes d'apprentissage, des acquis scolaires. On s'est penché sur la littératie, les compétences en mathématiques. Donc, il y a certainement des éléments là aussi à aller chercher, à aller fouiller pour voir peut-être qu'est-ce que c'est les compétences qui sont manquantes au niveau académique chez nos étudiants qui vivent des transitions. Il y a des difficultés de nature organisationnelle sur l'acquisition de l'autonomie. On le voit beaucoup, les étudiants qui arrivent du secondaire, on dirait qu'à chaque année, on les trouve, on trouve qu'au niveau de l'autonomie, il y a des lacunes. J'imagine qu'au niveau universitaire, c'est aussi la même chose. Donc, il y a des éléments aussi sur l'autonomie qu'on va avoir à travailler au niveau des constats. Puis, la maturité vocationnelle, étant conseillère d'orientation, c'est sûr que c'est un sujet qui me passionne. Fait que c'est sûr qu'il y a des fois, on se rend compte que les jeunes doivent faire des choix peut-être un peu trop tôt ou ne sont pas rendus nécessairement là à faire leur choix au niveau de leur maturité vocationnelle. Il y a quelque chose où on doit aussi pouvoir travailler à ce niveau-là. Donc, ça, c'était les principaux constats qu'on avait avancés. Évidemment, au niveau des problématiques, les étudiants qui vivent des transitions interordres, ils vivent différentes problématiques. Il y a tout le côté de l'indécision vocationnelle. C'est sûr que ça a un impact par la suite sur la réussite, sur les changements de programme, même sur le sentiment d'efficacité personnelle. Des fois, on est dans un programme, on a commencé des choses, on est dans un programme où on se sent moins bien, peut-être qu'on va peut-être moins bien réussir aussi, puis ça peut avoir un impact sur notre sentiment d'efficacité personnelle qui peut aussi atteindre, quand on a à faire un changement de programme, à être moins sûr un petit peu par rapport à ça. Il y a toutes les tâches reliées à la préparation et à la transition qui sont parfois incomplètement réalisées. L'ajustement académique, c'est un élément qui est important aussi, qui est le plus difficile à 66 % des étudiants, mais aussi le moins prévisible. C'est pas rare de voir des étudiants qui ont très bien performé dans leurs études, par exemple secondaires, donc qui étaient des étudiants très performants, et quand ils arrivent au collégial, vivent des échecs finalement. Donc, il y a un ajustement qui n'a peut-être pas nécessairement été fait. Est-ce que c'est au niveau des méthodes de travail, au niveau de ce qu'ils connaissaient bien la tâche qu'ils allaient avoir à exécuter au niveau collégial? Donc, il y a un impact par rapport à ça aussi. Et on s'est rendu compte aussi, comme on n'avait pas nécessairement un portrait très précis des étudiants qui vivaient justement des difficultés au niveau de leur transition, mais parfois c'est difficile probablement pour nous comme intervenants, mais aussi au niveau des différentes collèges ou de l'université, de peut-être bien intervenir. Donc, au niveau des objectifs du chantier, donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mieux accompagner les étudiants dans leur préparation aux études supérieures, notamment avec une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du portrait des transitions difficiles. Donc, on a parlé des données probantes là, tout à l'heure. Donc, avoir vraiment un portrait de
qui sont les étudiants qui vivent des transitions difficiles? Justement, c'est à quel niveau que ces transitions-là sont difficiles? Évidemment, tout l'aspect du développement vocationnel, le développement des compétences nécessaires pour affronter les exigences scolaires et la diversification des parcours scolaires. Donc, faciliter les cheminements atypiques. Donc, de plus en plus, nos étudiants n'ont pas nécessairement des cheminements, on va dire, plus réguliers, hein, soit qu'ils vont faire leur programme en plus de temps, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des familles. Donc, vraiment travailler à ce niveau-là, comment on peut bien les accompagner pour que leur transition se passe bien. Donc là, je sais que le temps file. Je vais vous présenter quand même rapidement. Nous, on a déjà fait un dépôt au niveau de projets qu'on veut mettre en place. Il y en a un qui est déjà réalisé. Il y en a qui sont en cours de réalisation. Le premier, c'est que rapidement, nous, on s'est rendu compte que c'était un très gros chantier, hein, le chantier numéro 2. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça serait intéressant d'avoir justement une chargée ou un chargé de projet, justement pour s'assurer qu'au niveau des travaux, continuer les travaux, coordonner, beaucoup de coordination aussi entre les différentes institutions, donc entre le collège, entre l'université, interordre, mais aussi intercycle. Donc, on va mettre en place là, une coordination au niveau de notre chantier. Il y a le projet Parcours. Donc, ça, c'est un projet de recherche. On va dire un peu de la recherche-intervention avec le CREPA, avec le groupe ECOB aussi. On veut mettre en place des mesures novatrices de soutien aux transitions au niveau des transitions procédurales, académiques et sociales. Le questionnaire SPECT. Donc là, on a déjà eu cette présentation-là au niveau régional. Donc, c'est la production par le groupe ECOB d'un portrait régional des étudiants des collèges. Donc, ça, c'est déjà réalisé. Un tableau de bord régional. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de données, chacune de nos institutions, mais qu'on n'avait pas nécessairement un outil. On pouvait regrouper ces données-là et ça va pouvoir être un tableau de bord qui va nous aider à prendre des décisions aussi de manière locale, mais de manière régionale aussi. Le module ALI. Donc, vous savez, l'intelligence artificielle, elle fait maintenant partie de nos vies. Un robot conversationnel, en fait, il est déjà utilisé dans certains cégeps. Donc là, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un module de ce robot-là au niveau vraiment des transitions. Donc, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent hein, au niveau des étudiants, comment ça fonctionne une session, des dates importantes. Donc, il va pouvoir aller poser ces questions-là au niveau de robots conversationnels. Et un gros morceau, c'est tout le développement de l'identité vocationnelle. Donc, ça, il va y avoir des projets qui vont être mis en place. On continue nos travaux pour développer cette partie-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Donc, je vous propose maintenant d'écouter Sabrina Trottier, qui est conseillère en orientation et responsable du volet autochtone au Cégep de Saint-Félicien. Elle est aussi la responsable actuelle du chantier de la transition vers l'enseignement supérieur des populations autochtones. Kwekasinou, bonjour. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je peux enlever mon masque. Merci. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les travaux de notre comité. J'ai envie de vous partager, prendre le temps de souligner la participation des membres de l'équipe. On a premièrement Michel Martin du Cégep de Chicoutimi et Francis Véropol de l'UQAC qui sont membres des Premières Nations, alors qui nous invitent à s'ouvrir aux visions autochtones, ce qui a beaucoup enrichi nos réflexions, nos échanges dans l'élaboration de notre plan d'action au comité. Je souligne aussi la participation de Mégane Maltais-Demeul du Cégep de Jonquière, Marie-Christine Bernard du Collège d'Alma. Je fais fi des titres parce qu'on est limité dans le temps. J'ajoute aussi la collaboration, je la souligne, de Julie Roch qui a participé aux premiers échanges du comité, puis une nouvelle membre à venir, Vicky Villeneuve du Centre Nicanité également. Julie a mentionné plusieurs réalités, défis liés aux transitions. Lorsqu'on pense à la réalité, aux réalités au pluriel des membres des premiers peuples, on peut penser à une complexité et à une diversité des défis qui les attendent. Donc, il ne faut pas prendre ça dans un bloc monolithique. Il y a toutes sortes de réalités, mais il y a des étages supplémentaires de défis qui peuvent s'ajouter. Historiquement, on parle notamment des politiques d'assimilation, tout ce qui s'est passé aussi avec les pensionnats, on en entend parler beaucoup,
actuellement, on sait que tout ça crée des traumatismes intergénérationnels. Encore aujourd'hui, les membres des premiers peuples sont affectés par ces problématiques et on constate aussi qu'il y a des obstacles d'accès aux études supérieures, des barrières systémiques qui sont encore présentes. Notamment, on sait qu'au niveau des communautés, le financement de l'éducation est déficient. Alors, on peut s'imaginer des problèmes, par exemple, de ressources qui sont aussi moins présentes dans les communautés. Tout ça peut avoir un impact dans les parcours qui nuisent à l'entrée aux études supérieures. Donc, des défis d'équité, d'inclusion qu'on mentionne. On pense aussi au parcours atypique, on l'a souligné. Il y a beaucoup de personnes qui sont en retour aux études, qui ont à jongler avec différentes réalités, avec des enfants aussi, par exemple, qui quittent les communautés pour s'installer en ville et qui vont faire face à toutes sortes de réalités. Par exemple, éloignement géographique, on sait que le soutien de la famille donc, peut être perdu, le soutien de la communauté. Au niveau des obstacles financiers, c'est un défi également. Certains n'ont pas nécessairement accès à des programmes de soutien. On pense encore malheureusement à difficultés d'accès au logement, à l'emploi, aux services publics, tout ça alimenté notamment par de la discrimination, malheureusement, qui est encore présente, préjugés, racisme, oui en ville, mais aussi au sein de nos institutions. Donc, il y a aussi une réalité qu'on n'est pas toujours conscient, les membres des Premières Nations, peut-être que le français n'est pas leur langue maternelle. Alors, c'est un défi supplémentaire dans le réseau de l'éducation provinciale de devoir assister à des cours, à un système éducatif qui n'est pas nécessairement culturellement adapté à leur réalité. On a parlé de la sous-représentation des étudiants autochtones, donc il peut y avoir une perte de repères aussi dans les établissements. Peu d'étudiants pairs étudiants autochtones pour socialiser. Parfois, le personnel qui manque de connaissances au niveau des différences, des particularités de ces étudiants-là. Tout ça ajoute en complexité et la liste pourrait s'allonger, mais je souligne aussi l'accès aux services d'accompagnants pour les étudiants autochtones. Oui, dans la région, on a la chance d'avoir des personnes ressources dans chacun de nos milieux, mais il y a des défis de pérennité également de ces ressources-là et de visibilité de ces services également. Puis, il peut y avoir parfois une hésitation à consulter les services. Il peut y avoir une méfiance au niveau du système d'éducation. Donc, tout ça est à considérer. Donc, notre comité s'est penché sur définir les objectifs. On vise grand, on sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans nos institutions, mais on s'est concentré ici pour l'optimisation des transitions vers l'enseignement supérieur par et avec les communautés des premiers peuples. Très rapidement, on veut élargir les tables de discussion. C'est une priorité avec le premier objectif spécifique qui est d'assurer la pleine participation des communautés des premiers peuples aux travaux de chantier. Comment cela va se faire? Bien, on a déposé d'abord des projets qui ont été approuvés. Merci au pôle. Ça permet une concertation qui va pouvoir être pérenne dans le temps, se structurer. Donc, on veut créer une table régionale autochtone en enseignement supérieur qui va aller au-delà du comité de chantier qu'on souhaite durable, qui va concerner la persévérance, la réussite éducative aussi des premiers peuples, où là, on voit la présence de différents acteurs et particulièrement les principaux concernés, les étudiants qui vont avoir une voix pour partager leur vécu, leur réalité, leurs défis et besoins, mais aussi des responsables des services éducatifs des communautés. On veut créer également des rencontres régionales annuelles pour s'asseoir ensemble et mobiliser le plus grand nombre, parce que les changements, ce n'est pas seulement à travers les différents intervenants dans les milieux scolaires, cégep et université, mais c'est toute une collectivité qui doit revoir ses pratiques avec les communautés. Alors, ça, c'est le deuxième projet, les rencontres régionales annuelles qu'on veut mettre en place dès juin prochain. La première initiative, on va la faire avec les directions des cégeps et universités pour développer une vision commune ensemble, un plan d'action pour aller plus loin. Je reprends les mots de M. Gobeil. Ensemble, on va plus loin, on y croit.
Deuxième objectif, je fais vite parce que le temps file, collaborer aux projets de recherche régionaux en vue d'en maximiser les retombées sur les transitions. Je souligne la collaboration qu'on a actuellement avec des chercheurs de l'UQAC et du groupe ECOB. Donc, une recherche actuelle qui concerne les transitions afin de soutenir la persévérance des jeunes des Premières Nations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a actuellement des consultations auprès des étudiants cégepiens et universitaires. Il y a consultation à venir des intervenants qui accompagnent les étudiants autochtones. Donc ça pourra enrichir notre portrait régional pour comprendre spécifiquement les besoins et réviser, s'il le faut aussi, notre plan d'action au comité de chantier. Je donne des exemples comme ça, mais on ne pourra pas élaborer sur tous les moyens. Troisième objectif spécifique, augmenter le nombre d'étudiants des premiers peuples dans les établissements d'enseignement supérieur. On a parlé des écarts qui subsistent. Donc, c'est sûr que c'est un soin d'augmenter le nombre et comment le faire, notamment en brisant des barrières systémiques, en contribuant au développement des voies d'accès. Les voies d'accès, on peut penser notamment aux places réservées dans les programmes contingentés. Il y en a déjà qui existent, mais on veut élargir les pratiques et les rendre plus visibles, par exemple, ces places réservées pour les étudiants autochtones, tout en démontrant la pertinence, le pourquoi on souhaite faire ces actions-là. Il y a également d'autres mesures pour mettre davantage en valeur les moyens, les modes de soutien financier qui peuvent être un obstacle, par exemple, les programmes de soutien des communautés, mais aussi les bourses accessibles, les opportunités financières qui s'adressent spécifiquement aux étudiants autochtones. Il y a également un point important qui concerne le processus d'auto-identification du statut des étudiants autochtones. Il y en a encore qui ne s'identifient pas comme autochtones par peur justement d'être victimes de préjugés, qui ne comprennent pas la pertinence de le faire. On veut mettre en valeur les bénéfices pour, par exemple, connaître les opportunités, comprendre les services qui sont offerts dans les milieux, donc on va y travailler. L'autre objectif spécifique, le dernier, promouvoir et soutenir l'intégration des savoirs autochtones dans les établissements. On parle beaucoup de sécurisation culturelle, oui, mais on veut mettre en valeur la culture des premiers peuples. Ça concerne tout le monde. On a vraiment intérêt à s'y intéresser, qu'on soit allochtone ou autochtone. On ne le fait pas seulement pour les premiers peuples, on le fait aussi pour une société plus inclusive qui intègre, oui, les savoirs scientifiques qu'on partage aussi dans les cégeps et universités, mais prendre connaissance aussi, intégrer les savoirs, les cultures autochtones. Donc, on va y travailler également et on espère une démarche structurée pour la décolonisation et l'autochtonisation dans les établissements d'enseignement supérieur. D'abord, comprendre ces grands principes-là et comment faire en sorte que tout ça se traduise avec une plus grande mobilisation. Je vous ai parlé de la table régionale, des rencontres régionales aussi qu'on souhaite créer, mais je mentionne que pour accomplir tout ça, on va avoir besoin d'une personne ressource, nous aussi dans notre comité, pour mener ce plan d'action-là ambitieux. Donc, bientôt, un affichage pour un agent de liaison qui va coordonner les différents projets. Je m'arrête ici, mais simplement pour dire que ce qui nous guide, c'est des valeurs d'équité, d'inclusion, de justice sociale. Donc, au plaisir de collaborer avec vous pour la suite. Merci. Merci, Sabrina. Sabrina pourrait continuer encore longtemps, j'en doute pas. Pour poursuivre, j'invite en fait Marie-Hélène Forêt, qui est conseillère au développement international au Cégep de Chicoutimi et responsable du chantier numéro 4, c'est-à-dire celui de la transition de l'insertion socio-professionnelle des étudiantes et étudiants internationaux. Bonjour, bon matin. Heureuse de vous présenter le comité de pilotage du chantier numéro 4, celui de l'insertion socio-professionnelle des étudiants et des étudiantes internationaux. Donc, on est un comité qui vient tout juste d'être formé. On tiendra d'ailleurs notre première rencontre au début du mois de mai. Donc, comme vous pouvez constater, c'est un comité qui est formé de représentants de nos milieux d'enseignement, mais également de membres de la communauté socio-économique, du milieu de la recherche. On a aussi des représentants d'institutions municipales ou gouvernementales reliées à l'immigration.
on a un membre représentant d'employeurs et on a des étudiants internationaux qui sont en cours de formation ou qui sont récemment diplômés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensemble, nous chercherons à travailler 3 objectifs. En fait, nous souhaiterons favoriser l'établissement durable des étudiants internationaux. C'est dire que, oui, on parle de la transition de l'insertion socio-professionnelle, mais on veut l'imaginer dans une optique un petit peu plus large, au sens où on veut passer d'un statut d'étudiant international dans un cégep ou à l'université vers un statut de résident au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui travaille, mais qui habite aussi, qui est enraciné. Pour y arriver, on souhaite développer la collaboration et la concertation entre les acteurs clés et plus spécifiquement, on souhaite améliorer les services qui sont offerts pour favoriser le processus d'insertion socio-professionnelle de ces étudiants internationaux. Quand on parle de la transition de l'insertion socio-professionnelle, ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, c'est clair que la rétention des étudiants internationaux, ça devient de plus en plus une solution, une source potentielle de main-d'œuvre qualifiée dans une région qui vit notamment de la pénurie de main-d'œuvre. Et on considère qu'il faut continuer toutes les actions d'attractivité de nouvelles personnes qui vont nouvellement arriver sur le territoire, mais il est également important de voir si les étudiants qui ont été formés ici ne pourraient pas s'établir en plus grand nombre dans notre région. Selon une revue de littérature qui a été préparée par le groupe ECOB Recherche et Transfert et en fonction de recherches qu'ECOB a menées, on constate que les étudiants internationaux vont choisir le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'ils sont à la recherche de projets pour améliorer leur qualité de vie et leur qualité d'emploi. Donc, la réussite professionnelle est au cœur du projet migratoire de ceux qui vont choisir de venir étudier ici. Par contre, lorsqu'on les consulte, lorsqu'on sonde ces étudiants-là, ils mentionnent que les attentes à l'égard de leur perspective en emploi restent souvent insatisfaites. Ils vont avoir de la difficulté à dénicher un stage ou un emploi qui va être à la hauteur de leurs compétences, ou ils vivent de l'incertitude par rapport au fait d'obtenir un emploi ou de le maintenir. En plus de ça, au-delà des enjeux vraiment liés à l'emploi, bien, ils vont nommer aussi que ce qui rend plus difficile cette insertion-là, c'est l'absence de lien, de réseau professionnel. C'est aussi tout ce qu'ils nomment comme étant la discrimination à l'embauche, certains préjugés. Et finalement, ils vivent aussi toute une transition au niveau de l'obtention de leur résidence permanente qui complique la tâche. Si on se fie donc à cette revue de littérature qui nous nourrit jusqu'à maintenant et aux premières discussions qu'on a pu avoir, on voit poindre 4 enjeux dans notre recherche de solutions comme chantier. Donc, premier enjeu lié plus à l'adaptation interculturelle, donc tout ce qui est le vivre ensemble, la lutte à la discrimination au racisme. Des enjeux d'ordre d'enracinement. Donc, on parle ici de la création d'un réseau social, un réseau professionnel, un engagement citoyen aussi, ce qui permet de sentir qu'on appartient à une communauté. On parle d'enjeux administratifs liés au statut migratoire. On veut passer de l'étudiant international diplômé à celui à obtenir un permis de travail post-diplôme, une résidence permanente et finalement le statut de citoyen. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Et finalement, des enjeux liés à l'intégration en stage ou aux premières expériences professionnelles en cours de formation. On croit qu'il y a là un levier pour leur permettre de faire tomber quelques barrières là, avant d'accéder au marché du travail. Pour y arriver, ce matin, on est en démarrage, je vous le nommais. Je ne suis pas en mesure de vous nommer les projets précis que nous travaillerons en tant que chantier. Nous n'y sommes pas encore. Donc, le comité que je vous présentais tout à l'heure, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'ouvrir. Aller donc s'ouvrir à différents groupes qui pourraient compléter les enjeux, l'analyse préalable qu'on en a fait, venir la bonifier et finalement prioriser sur quels enjeux on va vouloir s'attaquer. Ces enjeux-là prioritaires vont prendre la forme de projets. On vise à développer 4 projets dans le chantier. Donc, ces 4 projets-là prendront la forme de pistes de solutions qu'on va vouloir co-créer
et expérimentés. Donc, en milieu réel, avec les groupes concernés, on va vouloir ensuite choisir les plus efficaces, les plus porteurs et les déployer plus largement dans nos milieux. C'est donc sous un modèle, sous une approche de laboratoire vivant que le chantier numéro 4 va opérer. Un laboratoire vivant, un bref rappel pour ceux qui s'y connaissent déjà ou une intro pour ceux pour qui c'est nouveau. Ben, c'est vraiment ce qui nous apparaît comme le modèle le plus porteur parce que ça nous permet, c'est une approche qui va nous donner une façon de travailler très intersectorielle avec des membres de différents groupes d'appartenance. On va placer aussi l'usager au cœur de notre démarche. L'usager ici, c'est l'étudiant international et l'employeur aussi qui l'accueille, la communauté. Donc, on veut placer ces usagers-là au centre de notre démarche. On pense que le laboratoire vivant, bien, ça va nous permettre là, de trouver des solutions innovantes à un problème qui est assez complexe et trop complexe pour qu'on puisse le réfléchir seulement avec un seul secteur d'activité. Donc voilà, pour la suite, restez à l'affût. Dans les prochains mois, on va implanter plus concrètement notre chantier et ça nous fera plaisir de vous partager nos avancées. Pour ceux qui voudront s'impliquer pour partager leur expertise, leur connaissance par rapport aux enjeux dont je vous ai parlé, bien, ça nous fera plaisir de collaborer avec vous. Merci. Merci, Marie-Hélène. Donc, maintenant, j'invite la responsable du dernier chantier, soit celui de la transition vers les programmes des STIAM, Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques, Josée Gauthier, qui est directrice entrepreneuriat numérique et parcours innovant au CoLab du Collège d'Allemagne. Bonjour tout le monde. Alors, il me fait plaisir de vous présenter ce dernier chantier des transitions vers les STIAM. Alors, tout d'abord, la composition, bien, en fait, je dois vous dire que comme Marie-Hélène, le chantier est tout nouveau. Le comité a été formé tout récemment et nous avons eu notre première rencontre jeudi passé. Donc, je vais vous présenter les membres du comité. Donc, on a les 4 représentants du centre de services scolaires de la région, un membre des cégeps qui représente les 4 cégeps de la région, qui est Mario Julien. Et nous avons aussi Mme Baillargeon qui représente l'Université du Québec à Chicoutimi. Et 3 membres scientifiques, en fait, qui travaillent notamment beaucoup les STIAM. Donc, on a Mme Ève Langelier, Mme Diane Gauthier, ici des sciences de l'éducation de l'UQAC, et Mme Louise Lafortune de l'Association des femmes en STEM de la francophonie. Donc, c'est pour le comité. Et il nous manque, il y a une nouvelle personne qui s'est ajoutée ce matin, Mme Sonia Côté, qui va représenter les conseillers en orientation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les objectifs du chantier, bien sûr, c'est de favoriser le rapprochement des cégeps et des universités avec l'enseignement secondaire pour attirer les jeunes, notamment les filles, dans les programmes d'études liés au STIAM. Pourquoi notamment les filles? Bien, il y a un chiffre qui est un peu, qu'on voit souvent, c'est 20%. C'est la représentation des filles, en fait, qu'on retrouve dans les métiers de l'économie du savoir. Et il y a une sous-représentation, notamment dans les métiers liés à la physique et à l'informatique. Pour les métiers de la physique, c'est notamment 11% de représentation et 9% pour les métiers de l'informatique. Donc, il y a une sous-représentation qui est très visible. Et sur je suis certaine que dans les cours dans les cégeps et l'université, vous le voyez, là, que les filles sont sous-représentées. Alors, dans les catégories d'activités, bien sûr, nous n'en sommes pas encore là, mais ce serait de déployer des stratégies de recrutement, de promotion, d'amélioration des services, développer des outils de la formation pour améliorer l'accessibilité, la persévérance ainsi que l'insertion socio-professionnelle des étudiants, puis la mise en place de parcours de formation entre les ordres d'enseignement ou de cheminement particuliers.
L'équipe du CoLab travaille notamment depuis 3 ans déjà sur les filles et les STEM et on part déjà d'une revue de littérature qui est bien étoffée par rapport aux enjeux et aux pistes de solutions pour favoriser, dans le fond, mon mot me manque, là, pour favoriser les inscriptions dans les programmes liés au STEM dans les cégeps et à l'université. Donc, on a fait ressortir 18 facteurs, mais je ne les ai pas tous mis, mais stéréotypes sexistes, notamment la famille qui ne va pas favoriser les inscriptions au programme, l'école de la discrimination, un manque de sensibilisation, la rareté de modèles de confiance, le manque de projets d'accompagnement des filles en milieu scolaire, une perception que c'est difficile de concilier la vie familiale et la carrière. Donc, le manque de sensibilisation aussi sur l'importance de l'apport des femmes dans l'économie. Donc, il y en a plusieurs. Je vais vous amener sur des pistes de solutions qui ont déjà été nommées dans la littérature. Donc, démarrer déjà dès le plus bas âge à parler des métiers des STEM, intervenir très tôt dans les milieux scolaires et auprès des parents aussi et de tout l'environnement, pour éviter justement les biais et les tendances à moins encourager les filles vers les STIAM, sensibiliser l'opinion sur l'importance des filles et présenter des modèles féminins. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais j'ajouterais aussi à la discussion qu'on a eue jeudi dernier, c'est toute la contextualisation aussi des notions théoriques, notamment au niveau du secondaire et au niveau du secondaire dans les cours de mathématiques et de sciences. On est allé consulter des filles dans la région pour aller valider toute notre revue de littérature. Donc, avec le groupe ECOB, on a mené 8 groupes de discussion pour voir, et vous pouvez voir déjà de qu'est-ce qui se dit dans la littérature a été nommé, notamment auprès des 63 filles qu'on a été interrogées. Donc, un faible intérêt par rapport aux mathématiques, aux sciences, aux technologies, une vision qui est biaisée et limitée, les stéréotypes, le manque de confiance. Et on leur a demandé aussi des pistes de solutions, qu'est-ce qu'elles pensaient qui pouvait favoriser justement une meilleure représentation des filles. Donc, des ateliers de formation, accroître la qualité et la quantité informative, un engagement plus dynamique au niveau des STEM, offrir des cours PPO à tout le monde. Donc, on en voit quelques-unes. Et pour la suite, déjà, le comité s'est donné comme mission de se rencontrer au mois de mai pour déjà déposer un plan d'action et des pistes, prioriser des pistes d'enjeux pour la suite des choses. Donc, bien hâte de voir où ça va nous mener pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup, Josée. Donc, pour poursuivre, justement, on en parlait un peu d'entrée de jeu. Je pense que c'est Céline qui le mentionnait. La démarche évaluative du pôle est un aspect très important. Pour vous en parler, j'invite Josée Tivierge, qui est chercheur pour ECOB du Cégep de Jonquière et membre du comité d'évaluation du pôle. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça fonctionne. Alors, comité d'évaluation, je vous présente les 3 personnes d'ECOB qui vont s'occuper de voir à la mise en œuvre des démarches évaluatives liées au pôle. Alors, outre moi, on a Manon Boily, qui est chercheur à ECOB, et Suzy Tardier aussi, qui va faire partie de l'équipe. On a un bon mandat. Alors, vous savez que évaluer, c'est porter un jugement sur une initiative, un projet ou une démarche. Et ce jugement-là, il ne part pas de rien. Désolée, on recule. Alors, ce jugement-là, il ne part pas de rien. Il part évidemment d'une démarche systématique. On parle d'un objet précis. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? À partir de critères. Quels sont les critères à partir desquels on va déterminer qu'on a réussi ou pas à atteindre notre cible et à partir desquels on va pouvoir recueillir des informations pertinentes pour être en mesure de porter notre jugement.
Et la démarche évaluative, il y a de l'animation, c'est toujours un petit peu difficile dans ce temps-là. En fait, il y a 2 grands processus qui vont guider nos travaux. D'une part, une démarche d'évaluation du pôle comme tel, où on va s'intéresser, si vous voulez, à la mise en œuvre des différents chantiers. Et d'une part, on va se demander si on est arrivé là où on voulait arriver. Et pour ce faire, on part de l'élaboration d'un modèle logique. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par le pôle? Où est-ce qu'on veut arriver et comment on va le mesurer? On parle d'effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et il y a eu la mise en œuvre d'un plan d'évaluation qui a été élaboré et que vous pouvez retrouver sur le Drive, le site Internet du pôle qui est accessible en ligne. D'autre part aussi, chacun des chantiers va mettre en œuvre différents projets qui vont être financés par le pôle et on va travailler, toutes les trois filles, on va travailler à soutenir les personnes qui sont en charge des projets pour qu'ils puissent mettre en œuvre une démarche évaluative qui va être cohérente. Alors, chacun de ces... Un peu plus grande, hein? Alors, on va accompagner, c'est une démarche participative, on va accompagner les personnes qui sont responsables de chacun des projets pour déterminer avec elles, à partir de leurs objectifs, quelles sont les cibles qu'ils veulent atteindre et quelles sont les mesures évaluatives, les questionnaires, les entrevues, quelles sont les démarches les plus appropriées pour leur permettre d'évaluer dans quelle mesure on a atteint ou pas ces objectifs-là. Alors, il y a une des 3 personnes qui va être jumelée avec les responsables des différents projets et qui va voir avec elles à mettre en place différentes mesures pour être capable d'évaluer l'atteinte des différents objectifs. Alors, je vous parlais tout à l'heure, c'est sûr que ce sont des projets qui sont menés à court et à long terme. Alors, on va essayer de voir à court terme quels sont, on parle de la mise en œuvre d'une part, est-ce qu'effectivement on a réussi à mettre en œuvre ce qu'on voulait faire et quels sont les effets immédiats à court terme, des effets intermédiaires aussi, si on essaye de se projeter d'ici 2 à 3 ans. Le pôle, c'est un mandat de 3 ans, alors 3 ans où on va arriver. Et aussi, on va essayer de cibler quels sont les effets inattendus des différents projets, parce que n'importe quel projet va souvent avoir des effets auxquels qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas imaginé. On va essayer de les cerner correctement. Les modèles logiques. Alors, les différents modèles logiques, autant du pôle que des différents projets vont être déposés sur le portail du pôle qui va être accessible en ligne. Et les bilans à mi-parcours et en fin de parcours de chacun des projets vont aussi être accessibles sur le site en ligne du pôle. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Josée. C'est maintenant à mon tour, en fait, de vous parler du comité de communication du pôle parce que j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe qui est composée de gens des services des communications de chacun des établissements. Donc, on a Sabrina Potvin qui est du Cégep de Jonquière, Régent Lavoie du Cégep de Chicoutimi, Marie-Caroline Laflamme de l'UQAC, Frédéric Tremblay du Collège d'Alma et Julie Godreau du Cégep de Saint-Félicien. Donc, au niveau des communications, c'est sûr qu'on a certains défis pour pouvoir bien communiquer les travaux du pôle et les avancées. Justement, le comité de direction, vous en parlez un petit peu d'entrée de jeu. Le pôle, c'est de communiquer à travers 5 établissements qui ont leur pratique, leur fonctionnement, leurs canaux à eux. Donc, c'est un défi de s'adapter et de s'ajuster naturellement pour être sûr d'être efficace dans chacun des établissements. C'est pour ça qu'on a un comité interétablissement aussi pour pouvoir le faire. Donc, ça fait partie un peu de nos défis. Pourquoi mener des actions de communication pour le pôle? En fait, c'est pour assurer un rayonnement maximal. Ce qu'on veut, c'est pouvoir diffuser les résultats, informer les gens dans les établissements, oui, de ce qui se passe, des travaux des avancées qui sont faits, mais aussi à l'externe, donc auprès des partenaires ou de d'autres établissements qui voudraient profiter de l'expertise qu'on est en train de développer sur les transitions pour pouvoir les appliquer dans leur milieu à eux aussi. Donc, je vais y aller brièvement parce qu'on a pris un peu de retard aussi au courant de la présentation. Il y a tellement de matière que je pense qu'on pourrait vous en parler encore longtemps. Mais les principaux outils pour connaître les travaux du pôle, en fait, c'est vraiment les canaux de communication réguliers de votre établissement qui sont utilisés. Donc, que ce soit une infolette, réseaux sociaux,
intranet pour ceux qui en ont. Donc, c'est les éléments principaux qui vont vous tenir au fait des avancées et de ce qui se passe avec le pôle. Je profite de l'occasion d'aujourd'hui aussi pour vous annoncer la création de notre nouveau site Internet où vous pourrez consulter justement un peu ce qui s'est dit aujourd'hui, savoir aller voir un peu plus en détail ce qui se passe dans les chantiers. Puis, je vous invite à le consulter sur une base peut-être régulière aussi parce que comme c'est des chantiers qui sont en cours de réalisation, bien, naturellement, le site va justement les suivre dans ces réalisations-là pour tout le temps vous tenir informé des avancées puis des résultats aussi qui ressortent de la part des chantiers. Donc, le site Internet, c'est pôle transition avec un S, éducation.ca. On vous invite à le consulter sur une base régulière. Je ne vous parle pas plus longtemps que ça des communications. Vous connaissez quand même un peu la formule. Chacun a un service de communication dans son établissement. Vous êtes habitué de travailler avec nous. Donc, pour conclure l'activité, je vous propose d'écouter Mme Myriam Hamelin, qui est directrice de la régionalisation des interventions au ministère de l'Enseignement supérieur, à nous faire part un peu de ses observations au sujet du pôle et aussi peut-être des pôles du Québec. Donc, Mme Hamelin. Bonjour. D'abord, merci beaucoup, Mme Chouinard, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. En fait, en même temps, j'ai pensé que ça me fait vraiment plaisir d'être en vie. J'ai traversé le parc hier matin, mais je suis très heureuse. On a réussi. Donc, je vais reprendre un peu ce que Mme Chouinard a mentionné au début de l'intervention, c'est-à-dire les pôles. C'est quoi l'objectif principal? D'abord, c'est la concertation. Donc, dans les régions, la concertation des établissements d'enseignement supérieur, cégep, université, dans le but de répondre à une problématique qui est régionale aussi, puis de mettre en place des actions concrètes pour faire face à cette problématique-là. Donc, pas de concertation dans la région, pas de pôle. Donc, ici, c'est le premier objectif qui a été complété, rempli, mais ça demeure un défi toutefois. Donc, tout au long, il faut quand même s'assurer que les collaborations s'établissent. Je l'ai vu dans certains sentiers, c'est des objectifs à établir les collaborations entre les établissements, mais c'est aussi de les maintenir, ces collaborations-là. J'ai entendu aussi, puis ça m'a fait particulièrement plaisir, je suis une ancienne directrice de l'innovation aussi, donc beaucoup l'innovation, mettre devant l'innovation aussi, parce que, vous savez, on donne 560 000 dans la région pour mettre en place des projets. C'est relativement peu, ça peut paraître beaucoup, mais il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ici, donc c'est relativement peu. Mais pour mettre en place des initiatives, des expérimentations, bien, c'est quand même un bon point de départ. Mais l'innovation, ça s'appuie sur quoi? La concertation, la collaboration qui mène à la créativité. Vous savez ce qu'on dit aussi en innovation, il y a à peu près 5 % de réussite. Donc, les idées novatrices, les solutions innovantes qu'on va mettre en place, 5 %. Par contre, il y a 95 % d'apprentissage. Donc, ce que je vois ici, c'est un plan d'action qui est ambitieux, avec des volets, beaucoup de volets. Il n'y a personne qui va s'ennuyer, hein? Ça, c'est sûr. Par contre, j'espère que ça va se réaliser. On va tout faire en sorte, nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, là, on donne de l'argent, oui, mais ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on met en place des ressources humaines pour vous soutenir. D'ailleurs, j'en profite pour vous les présenter. Donc, j'étais accompagnée aujourd'hui de 2 conseillers régionaux, Frédéric Beaulieu, Stéphane Savard et le coordonnateur du Bureau des relations avec les Premières Nations, les Inuits, Loïc Di Marcantonio. Donc, c'est ce qui est nouveau un peu. Oui, on donne de l'argent, mais on veut aussi vous soutenir concrètement. Donc, n'hésitez pas, Mme Chouinard, n'hésitez pas, hein, faites appel à Frédéric, à Stéphane aussi, parce qu'on veut que ça réussisse, on veut que ça marche, on veut vous aider. On le sait, je le répète, la concertation, ce n'est pas toujours facile. Ce que j'ai vu aussi dans les chantiers, c'est super intéressant, c'est que vous êtes allé chercher des acteurs aussi en dehors de votre réseau et de votre propre écosystème. J'ai vu qu'il y avait le ministère de l'Immigration, entre autres, dans le chantier du volet international. Donc, ça aussi, d'autres aussi acteurs du milieu. Donc là, tranquillement, grossir cet écosystème-là, faire en sorte que les gens travaillent ensemble, bénéficier de cette intelligence collective-là. Donc, je suis très contente
de ce pôle, déjà, c'est un super beau point de départ. Il y a déjà des actions concrètes qui se font dans la région. Donc, Lynn l'a mentionné aussi, il y a 14 pôles en enseignement supérieur. Donc, j'espère aussi que la collaboration, elle est régionale, mais on vise aussi une collaboration qui est provinciale. Donc, la collaboration entre les différents pôles aussi. Les bonnes pratiques que vous avez mises en place ici, il faut les partager aussi. On est là aussi pour favoriser ça. C'est ce qu'on souhaite. On veut, je dis on, là, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur avec la nouvelle direction qui a été mise en place des interventions régionales. C'est aussi dans cet objectif-là de favoriser la concertation interrégionale aussi. Puis vraiment des bonnes pratiques, là, j'en ai vu. Très impressionnée aussi par tout le volet évaluation que vous avez mis en place. Je suis persuadée que d'autres pôles là, pourraient s'en inspirer fortement. Donc voilà, ben, je vous souhaite bonne continuation, puis merci encore de l'invitation. Puis n'hésitez pas. Là. Merci. Merci beaucoup, Mme Hamelin. Donc, c'est ce qui conclut la présentation des travaux du pôle sur les transitions en enseignement supérieur. J'imagine que vous avez appris plusieurs choses aujourd'hui, mais restez à l'affût. On va vous tenir informés des avancées. Donc, merci de votre présence et de votre intérêt pour faciliter l'accès et la réussite des études supérieures. Je vous le rappelle une dernière fois, si vous voulez rester informé, vous pouvez consulter régulièrement le site Internet du pôle. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.